Et le meilleur moyen de ne pas réitérer cette tristesse, cet échec, c'est les blessures, c'est dans ton corps en plus, c'est viscéral, hein, ça fait mal vraiment. C'est d'apprendre de ses erreurs, vraiment. Est-ce que tu as déjà ressenti ce mal-être ? Tu sais, quand tu te dis que c'est dans la tête et que ça va passer. Quand tu ne sais pas vraiment à qui en parler, même quand ça devient trop compliqué. Et parfois, c'est un de tes proches qui est en souffrance psychologique. D'ailleurs, tu t'es peut-être déjà senti démuni, à ne pas trop savoir quoi faire. Et consulter un psychologue, tu t'es déjà demandé comment ça se passait concrètement ? Toutes les 2 semaines, je reçois des personnalités, des experts et des anonymes pour plonger ensemble dans des discussions intimes et simples autour de la santé mentale. Une série où chacun pourra trouver un écho à son propre parcours. Parce que la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. Je suis Vicky et tu écoutes Cavan, le podcast lancé par Santé Psy Étudiant, un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Cavan et aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Kevin Mayer, décathlonien recordman du monde en 2018 et double médaillé d'argent olympique. Kevin a été contraint de déclarer forfait lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024 suite à une blessure. Dans cet épisode, nous allons explorer l'envers du décor d'un sportif de haut niveau et nous lèverons le voile sur les enjeux de la santé mentale. Salut Kevin et merci d'être là. Salut, bonjour à tous. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui et avant de commencer, j'ai une première question. Comment tu vas et si tu étais une émotion aujourd'hui, laquelle tu serais ? Écoute, ça va super bien. Je commence à reprendre l'athlé à haute intensité, donc si je devais décrire une émotion, c'est le plaisir parce que ça fait du bien de repratiquer l'athlé avec de bonnes sensations. Parfait. Et est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Alors, je m'appelle Kevin Mayer, j'ai 33 ans, je fais du décathlon. C'est 10 épreuves d'athlétisme en 2 jours. Et voilà, comme tu l'as dit, j'ai le record du monde de la discipline. J'ai été quelques fois champion du monde et 2 fois vice-champion olympique. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le décathlon ? Alors, le décathlon, c'est 10 disciplines d'athlétisme pratiquées en 2 jours. On commence par le 100 mètres, puis saut en longueur, lancer de poids, saut en hauteur, 400 mètres. Ça, c'est la première journée. Le lendemain, on fait le 110 mètres haies, le disque, le saut à la perche, le javelot et on termine par un 1500 mètres. Ok, bien rempli. Ouais, c'est très complet. Comment tu vois le sport ? Qu'est-ce que le sport, ça représente pour toi ? Pour moi, c'est au centre de ma vie. C'est même pas une passion, c'est une façon de vivre parce que mon corps est mon outil et je l'utilise pour m'exprimer, avoir des sensations incroyables et c'est aussi, j'en ai fait mon métier. Donc vraiment, je baigne dans le sport depuis que je suis petit et c'est ma manière à moi de m'exprimer. Certains aiment bien chanter, certains aiment bien l'art. Moi, c'est vraiment à travers ça que je m'exprime le mieux. En fait, ça fait ta personnalité à part entière finalement, ça fait partie de toi. Complètement. J'ai l'impression qu'en plus, en termes d'apprentissage de la vie, c'est là que j'ai appris le plus, alors que j'ai fait des études, etc. Mais vraiment, plus on atteint un haut niveau dans une discipline, je pense, plus on a des problématiques et c'est en les réglant qu'on apprend à se connaître soi-même et qu'on apprend des choses sur la vie. Et est-ce que tu as d'autres passions à part le sport ? J'ai beaucoup de passions, ouais. Beaucoup de passions. Beaucoup de passions sportives, on va dire. Basket. J'aime beaucoup le basket, le beach volley. Je fais de la chasse sous-marine. Après, j'aime beaucoup l'astronomie aussi. Je fais beaucoup d'astrophotos, c'est-à-dire je photographie des planètes, des nébuleuses, des constellations, etc. Okay. Et ça me plaît beaucoup parce que c'est un petit état méditatif que j'aime beaucoup. Peux-tu nous raconter comment tu as découvert l'athlétisme et ce qui t'a poussé à choisir le décathlon ? Alors moi, j'ai découvert l'athlétisme. Mes parents sont professeurs de sport et j'étais au collège avec ma mère et elle faisait l'UNSS. Et donc à cette époque-là, je faisais du tennis et de la natation. Et j'ai fait un cross des écoles. Je l'ai gagné, puis j'ai fait un cross UNSS départemental et je l'ai gagné. C'était dur, mais c'était très plaisant et la sensation d'euphorie à la fin était assez incroyable. Donc c'est là que je me suis mis dans un club d'athlètes. Et tout simplement, pourquoi le décathlon, j'arrivais pas à choisir une seule épreuve et je trouvais ça tellement riche d'en faire plusieurs. Il y a tellement d'opportunités de progresser, de découvrir de nouvelles sensations dans chaque épreuve que ça m'a semblé être le chemin le plus constructif pour être émancipé. Et est-ce que tu as eu des modèles ou des aspirations dans le sport ? Oui, beaucoup. Je suis quelqu'un qui vibre beaucoup en tant que spectateur et en tant qu'acteur. Et quand je suis spectateur et que je vois une belle performance, ça m'aide en tant qu'acteur après. Donc, il y a beaucoup de sportifs. Moi, j'étais beaucoup dans le tennis, donc il y a eu Federer. Après, il y avait un sauteur en hauteur que pas beaucoup de monde connaît qui s'appelait Stéphane Holm,
qui mesurait 1m80 et qui a sauté 2m40. Donc, c'était le plus gros ratio entre sa taille et la barre de saut en hauteur. Donc, il avait une technique majestueuse et un savoir-faire qui était assez hallucinant. Donc, beaucoup suivi pendant ma jeunesse. Et est-ce qu'il y a un moment clé dans ta carrière qui t'a fait comprendre que tu allais pouvoir atteindre le plus haut niveau? Pas du tout. Ça a toujours été chez toi le haut niveau, c'était sûr que... Non, pas du tout. Au début, quand je faisais du tennis, c'était le haut niveau. J'étais prédisposé à devenir sportif de haut niveau et puis j'ai complètement explosé en route d'un point de vue mental parce que je tapais plus la balle que les autres, mais je faisais plus de fautes, donc j'arrivais pas à gagner, même si je pense que si j'avais continué, ça serait rentré de plus en plus et j'aurais été fort, mais à ce moment-là, ça me rendait fou. Et quand j'ai arrêté le tennis, j'ai vraiment fait du sport que pour le plaisir. Et je suis tombé sur l'athlétisme, et quand j'ai commencé l'athlétisme, au début, je faisais que champion départemental, après ça a été régional, après ça a été France, et puis je suis arrivé au championnat du monde 18e au classement des championnats du monde, et j'ai gagné, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, j'ai peut-être quelque chose pour les grands championnats, mais je l'ai jamais fait pour devenir sportif de niveau. Ça a été ma passion, je me suis éclaté dedans, et c'est ce qui a fait que j'ai pratiqué beaucoup plus, que les heures m'ont pas paru longues, et que ça, mis bout à bout, ça a fait ce que je suis aujourd'hui. Oui, t'avais pas de pression et c'était pas une corvée pour toi d'aller... Pas du tout. Et ça l'est pas encore aujourd'hui. Donc, c'est important, ça. Exactement. Et quel a été ton plus grand défi en tant qu'athlète en tout début de carrière? Mon plus grand défi en tant qu'athlète, ça a été de gérer l'attente. Quand on est champion régional, de gérer l'attente que vos proches ont de vous au championnat du monde, au championnat de France. Et puis quand tu es champion de France, l'attente qu'on a envers toi au championnat d'Europe et ainsi de suite, jusqu'aux Jeux Olympiques en 2012, mes premiers Jeux, ma première compétition internationale senior, où là je fais un malaise pendant le 100 mètres parce que j'avais beaucoup trop de pression, quoi. Ah, t'avais l'impression qu'on en attendait toujours plus au final, dès que tu gagnais, on se disait, allez, le niveau supérieur. C'est ça, ouais, c'est ça. J'ai jamais fait de l'athlétisme pour gagner, mais c'est vrai que j'ai pris goût à gagner. Et j'ai un système nerveux très réactif, donc c'est vrai que plus la compétition est grande, plus il s'active. Et il a fallu que j'apprenne à le maîtriser. Et c'est vrai que quand je suis arrivé au jeu à Londres, j'ai eu cette expérience assez folle de voir les étoiles pendant le 100 mètres, quoi. Et à quoi ressemble une semaine type pour un athlète de haut niveau? Alors, pour un athlète de haut niveau lambda, je sais pas. Moi, c'est très particulier la manière dont je m'entraîne, étant donné que je suis mon propre préparateur physique. On est tous les deux coachs avec mon coach, donc c'est moi qui fais tous les plans, etc. Donc je suis très malléable en fonction de mes sensations. C'est-à-dire que le matin, je me lève, je scanne mon corps un peu, je ressens les tensions, et en fonction des tensions, en fonction de la forme, j'établis des priorités sur la journée, sur ce que je vais devoir faire. Mais des fois, j'ai prévu de faire du 100 mètres lancer de poids longueur, puis je passe ma journée en muscu parce qu'il y a une petite tension qu'il faut régler. Donc, il n'y a pas d'heure, j'ai pas d'heure. Des fois, je passe, étant donné que j'ai construit ma musculation chez moi, j'y passe toute la journée des fois. Et voilà, je mets 1 heure de récup, 3 exercices, 1 heure de récup, 3 exercices, et ainsi de suite. C'est que des max, etc. C'est pour essayer d'optimiser un petit peu mon temps. Mais il faut bien savoir que c'est pas un travail, c'est un mode de vie. Si tu veux un jour battre un record du monde ou faire des médailles d'or en championnat du monde ou aux Jeux, il faut vivre ton sport. Il faut pas seulement aller au travail et rentrer et c'est fini, quoi. En fait, t'as aussi appris à beaucoup t'écouter finalement. Complètement. J'ai la chance, comme je disais, d'avoir un système nerveux très réactif, donc je sens beaucoup de choses dans mon corps, des fois un peu trop. Certains disent que je m'écoute trop. Je pense pas que ce soit vrai parce que ça a quand même pété souvent, donc je crois que je m'écoute pas assez justement. Mais non, le décathlon est un des sports avec le plus de chocs enchaînés sur les 2 jours. On a une énorme dette quand on termine un décathlon, c'est pour ça qu'on n'en fait pas beaucoup dans l'année. Et il faut savoir se gérer. Je suis un des décathloniens qui a une des plus longues carrières, parce qu'il y en a beaucoup qui arrêtent à cause des blessures, très tôt. Encore une fois, ça paraît négatif ce que je dis, mais c'est le fait d'être le mécanicien de son propre corps dans un sport aussi demandeur que le décathlon, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Et on peut faire combien de décathlons par an? Ça dépend. Moi, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à le faire autrement qu'à 100%, donc j'essaie d'en faire qu'un dans l'année quand je suis qualifié au championnat. Mais les années où je me blesse, comme l'année dernière, du coup, je ne suis pas qualifié cette année pour le championnat d'après. Là, c'est les championnats du monde à Tokyo en septembre. Donc là, je vais devoir me qualifier en faire 2. Ok, et c'est faisable? Oui, bien sûr que c'est faisable, mais un décathlon de championnat, pour moi, je mets au moins 2 mois à récupérer nerveusement. Donc, c'est une énorme dette et
il faut pas le prendre à la légère. C'est pas parce que d'un seul coup on se sent un peu mieux que ça va mieux. Il y a vraiment eu, on a vraiment tiré sur la corde pendant 2 jours et il faut faire très attention à la reprise. Aujourd'hui, 9 sportifs de haut niveau français sur 10 sont soit étudiants, soit ont une activité professionnelle non sportive en parallèle de leur sport, et donc ils ne sont pas considérés comme des sportifs professionnels. À quel moment, toi, tu es passé sportif professionnel et qu'est-ce que ça a changé pour toi ? On n'a pas de statut véridique de sportif sportif pro. J'ai commencé à gagner de l'argent assez rapidement avec l'athlétisme parce que chez les jeunes, j'ai été champion du monde directement et après j'ai tout gagné chez les jeunes. Mais en 2012, quand je dois faire ma qualification pour les Jeux de Londres, je me rends compte que mes études sont totalement contradictoires avec l'aspect de l'entraînement, c'est-à-dire le temps de récupération, passer à faire des expériences pendant 4 heures sur un tabouret, c'est pas possible. On a trop de dettes qui s'enchaînent sur les jours d'entraînement d'après et trop de risques de blessures. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté mes études. J'avais un matelas financier qui me permettait d'arrêter mes études jusqu'au moment où ça marcherait plus et là je pourrais reprendre mes études. J'ai jamais repris parce que ça a marché jusque-là. Donc je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai été sportif de haut niveau en soi, mais cette casquette-là en France, elle a pas grand. On peut pas donner une description très très fine de ça parce que on n'a jamais vraiment de CDI quoi. Oui. Et du coup, aujourd'hui, sur l'école, on a du mal à adapter un peu les parcours scolaires pour les sportifs de haut niveau, justement, à avoir des emplois du temps faits pour eux, adaptés pour eux. Contrairement, je crois qu'aux États-Unis, tout est fait par rapport au sport. C'est pour ça que j'ai arrêté. J'avais des professeurs très compréhensifs et très gentils qui me donnaient des cours le soir de 8h30 à 10h, mais pareil, j'explosais. Mentalement, j'explosais. Je m'entraînais 2 fois par jour et le soir, il fallait que je retourne là-bas. Je ratais des cours, donc j'avais de plus en plus de retard. Et c'est sûr que moi, je prends toujours l'exemple des États-Unis. Il y a en Australie aussi, où ils ont des universités magnifiques et ils mettent vraiment le sportif au milieu, c'est-à-dire qu'ils représentent l'université, on est fier de lui. Et parce qu'on est fier de ses résultats, on sait qu'il va falloir faire des efforts pour lui, pour qu'il puisse réussir ses études, mais qu'en même temps, il puisse bien représenter l'université. De toute façon, on le voit derrière l'euphorie, derrière les groupes dans les écoles, les stades qui peuvent avoir, enfin même les infrastructures pour des écoles. C'est fou, des fois, c'est même pas les stades qu'on peut avoir pour des équipes chez nous. C'est vraiment ça qui est dommage, parce que l'ambiance universitaire, je pense qu'on a tous eu des soirées universitaires, des après-midi universitaires où on faisait des jeux, etc. Et on se rend compte que c'est là qu'il y a le plus d'euphorie. C'est pas un fonctionnaire qui a 40 ans qui va mettre le plus d'ambiance dans un stade. Non, c'est les jeunes. Et quand on invite des écoles dans les stades, on voit directement le changement. Et c'est un peu ça qui est dommage, c'est qu'on profite pas du tout de cette euphorie pour mettre en avant les jeunes sportifs et les aider à trouver leur voie vers le haut niveau après. Je trouve en fait, c'est l'inverse des États-Unis. Aux États-Unis, t'as tout le côté universitaire qui est incroyable, mais par contre, quand t'as fini ton université, t'es lâché, mais t'es dans la gueule du loup. Parce que si t'as pas de contrat professionnel avec une marque ou quoi, il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes que j'ai connus qui ont arrêté après l'université parce qu'ils gagnaient pas assez pour continuer. Ok, c'était les stars à l'université et puis après, plus rien. Exactement, plus rien. Ça doit être compliqué ça aussi psychologiquement. Alors que nous, avec la fédération d'athlétisme, on touche un SMIC si on est dans le top, 20 mondial, je dirais. Donc, ok, c'est pas grand-chose. C'est sûr que pour ce qu'on donne, en tout cas, c'est pas grand-chose. Mais ça nous donne un matelas pour être sûr que même si on fait pas de résultats, on s'endette pas à vie non plus du fait de représenter notre pays. Donc, si on pouvait avoir l'université américaine et l'aide qu'il y a aux athlètes après les universités en France, je pense que ça ferait un très bon compromis. Ouais, il faut un petit mix des deux finalement. Et quels sont les sacrifices les plus difficiles que tu as dû faire justement pour atteindre l'élite mondiale ? On l'a dit, du coup, tu as sacrifié tes études. Ouais, les sacrifices, je dirais qu'on n'a pas le temps de tout faire dans notre vie et que c'est plutôt des choix que des sacrifices. Je sais pas si j'ai sacrifié quelque chose parce qu'à partir du moment où on a fait son choix, on va dans une direction et on regarde pas ce qui se serait passé si on était allé dans une autre. Donc, moi, j'ai fait le choix oui, j'ai mis vraiment de côté ma vie universitaire avec justement toute cette euphorie. C'est vrai que j'ai l'impression que quand mes potes me parlent de leur moment universitaire, c'est un peu le meilleur moment de leur vie où ils se sont fait leurs meilleurs amis, etc.
Après, moi, je me suis fait mes meilleurs amis dans là où j'ai vécu, c'est-à-dire sur les stades d'athlétisme, avec les kinés, les coachs, etc. Donc, non, j'ai pas l'impression d'avoir sacrifié grand-chose et je pense que l'athlétisme l'a très bien rendu. Donc là-dessus, j'ai absolument pas à me plaindre. Et quelles sont les valeurs et engagements que tu portes, toi, en tant qu'athlète? Moi, les valeurs du sport en général et même de la vie en général que j'ai, c'est vraiment de tout essayer pour trouver ta passion. Parce qu'à partir du moment où tu trouves ta passion, devenir bon dedans est beaucoup plus facile. L'appréhension du temps quand tu pratiques quelque chose qui te plaît est beaucoup plus facile. Ça passe beaucoup plus vite. Donc, un entraînement de 3 heures pour quelqu'un qui aime pas ce qu'il fait et un entraînement de 3 heures pour quelqu'un qui adore ce qu'il fait, la personne qui adore ce qu'il fait, faut l'arrêter. Et l'autre, il va faire que de dire il est quelle heure, c'est toujours pas fini, etc. Donc, c'est ce qui fait que chaque jour, en fait, tu gagnes des points et tu deviens fort dans ce que tu fais. Donc si tu mets au centre de ton projet la passion, je pense que tu y arriveras, même si au début tes parents te disent non mais ça gagne pas d'argent, tu n'y arriveras pas, etc. Parce que justement, si c'est ta passion, tu deviens un des meilleurs du monde. Et en général, quand on devient le meilleur du monde, peu importe dans quel domaine, c'est forcément un peu rentable financièrement. Et je crois aussi qu'en dehors du sport, l'environnement ou l'écologie est quelque chose qui te tient aussi très à cœur. Complètement. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels j'ai dû me pencher pour être très performant en athlétisme, et le côté écologique, diététique en fait totalement partie. J'essaye de m'engager à la hauteur de ce que je peux. Malheureusement, le système du sport fait qu'on fait que de voyager, que je mange beaucoup de protéines animales, etc. Donc, il y a beaucoup de contradictions quand même. Mais à ma hauteur, j'essaye de faire ce que je peux. Après, dans tous les cas, je pense qu'il vaut mieux plein de personnes qui font un petit peu que des personnes qui sont parfaites. On le sait très bien que ça n'arrive pas. On a tous des... Donc c'est bien que chacun s'engage au moins un petit peu. Et je pense qu'il faut être sensible. J'essaye toujours d'inverser la balance. À chaque fois, j'essaye d'être consciencieux et de faire ma part des choses. J'achète absolument plus de bouteilles en plastique. J'essaye de plus acheter de nourriture où il y a des emballages plastiques, etc. Plein de petits efforts comme ça qui font que ma conscience est un peu plus en accord avec moi-même. Oui, t'as quand même des petits gestes. C'est ça. C'est ça l'important. Et quel conseil tu donnerais aux jeunes athlètes qui veulent se lancer dans le sport de haut niveau et qui veulent devenir professionnels? Le conseil que je peux donner à tous ces jeunes, c'est vraiment faites-le pour les bonnes raisons. Pour moi, il y a des plans secondaires et des plans primaires. Et si ton plan primaire, c'est l'argent, la fame et les filles, je leur dirais de pas y aller, parce que déjà dans l'athlète, il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais vraiment, moi, sur le plan primaire, c'est la passion, c'est l'envie d'y aller. Vraiment, tu t'éclates tous les jours quand tu vas en athlète. Et puis c'est tout. Franchement, c'est vraiment que ça. C'est trouve ta passion et après tout devient facile. Devenir sportif de haut niveau, ce n'est pas seulement une question de physique, c'est aussi un travail mental intense. En quoi la prépa mentale est-elle aussi essentielle que l'entraînement physique? L'aspect mental est très 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 important. Pour moi, c'est 50% de la performance. Tu peux avoir des capacités physiques. Tout ce potentiel, il peut être optimisé que en ayant les bonnes énergies au bon moment. C'est vrai que plus tu vas faire des grands championnats, plus tu vas faire les JO, plus tu vas avoir des espoirs de médailles, plus il y aura un niveau de stress énorme. Et ta capacité mentale à gérer ce stress va faire toute ta performance, parce qu'il y en a qui arrivent à l'utiliser pour performer et il y en a qui le subissent totalement. Et forcément, ça fait une énorme différence à la fin. Et toi, justement, comment tu l'intègres, cet aspect mental, dans ta prépa? Et tout à l'heure, on disait que tu avais un coach et que tu étais toi-même ton propre coach, mais est-ce que tu as un préparateur mental ou est-ce que tu fais de la méditation ou autre chose? Alors non, j'ai pas de préparateur mental. Je fais de la méditation. La méditation, c'est pas forcément pour être prêt mentalement, c'est plus dans l'aspect de durée. Parce que ton système nerveux, si tu le calmes jamais, tu uses tes cellules petit à petit. Et pour durer dans le décathlon, vaut mieux qu'elle soit très réceptive, on va dire. Donc la méditation, c'est plus pour ça. Et non, je n'ai pas de préparateur mental. J'ai essayé. Je suis peut-être pas tombé sur les bonnes personnes. Je suis peut-être moins réceptif que d'autres personnes, mais j'ai l'impression d'être ressorti avec plus de problèmes que ce que j'avais quand j'étais rentré. Et j'ai toujours trouvé très riche de parler à mes proches qui me connaissent très bien et qui osent me dire les choses.
Je suis très difficile avec moi-même. Je demande souvent à mes proches de l'être aussi avec moi. Et j'ai l'impression que ça marche super bien parce que quand on va voir un psychologue, après, bien sûr, c'est des professionnels ils peuvent aider beaucoup de gens. Mais moi, personnellement, j'ai l'impression que cette personne ne me connaît pas et que je peux lui dire ce que je veux en fonction que j'ai envie de ce qu'ils me disent. Parce qu'il n'a pas tous les côtés négatifs que je garde pour moi parce que j'ai pas envie de me faire juger, limite. Mais... Alors qu'un psy, justement, il est pas là. Au contraire, il est hyper neutre, Exactement. il va pas te juger. Bien sûr, mais les phrases qui m'ont toujours marqué, ça a toujours été des gens qui étaient les plus proches de moi. J'ai peut-être de la chance. Et ça m'a toujours suffi. Après, je suis toujours ouvert à aller voir un préparateur mental et un psy. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais pourquoi tu vas pas voir ? Ça se trouve, c'est à cause de ça que t'as raté Paris, etc. » Je leur fais « Mais les gars, moi, le jour où je suis pas blessé, dans la vie, je suis le plus heureux du monde. » Tout simplement. Donc, je sais que ça peut créer beaucoup de débats, ce que je dis. Mais c'est ma façon de voir les choses. Et dans tous les cas, j'aurai aucun regret à la fin, peu importe ce qui se passe. Et puis c'est vrai que nous, on conseille d'aller voir un psychologue, mais voilà, c'est pas forcément la solution qui convient à tout le monde. On a chacun nos propres modes de fonctionnement. Donc voilà, on conseille d'aller voir un psy, mais c'est pas forcément la seule solution et la solution qui va convenir à tout le monde. C'est pour ça que je me force pas, entre guillemets, tant que j'en ressens pas le besoin, voilà. Exactement, et c'est même le mieux à faire. Quand t'en ressentiras le besoin, tu passeras le cap et peut-être que t'en ressentiras pas le besoin et c'est comme ça. Le sport de haut niveau demande un engagement total. Justement, comment toi tu arrives à trouver un équilibre entre ta carrière et ta vie perso ? Alors, comme je l'ai dit, je suis très passionné, donc ça prend beaucoup de place. Je parle beaucoup de ça, même si je suis intéressé de beaucoup de choses à côté. Donc c'est vrai que pour mes proches, des fois, c'est un peu difficile, surtout pour ma compagne qui est tout le temps avec moi. J'essaye toujours, dès que j'ai une petite lueur de conscience, de me dire ouais, il n'y a pas que ça dans la vie, on va aller faire ci, on va aller faire ça. Mais c'est vrai que tu me proposes d'aller à la plage pique-niquer, et je te dis non, je vais rester assis pendant 2 heures. Ce matin, j'ai muscu, cet après-midi, j'ai attelé, c'est mort. On va au resto, non, il est 19h30. Tant qu'on y aille, tant qu'on rentre, il sera 22h30. Je vais me coucher à 23h, je vais m'endormir à 23h30, c'est mort. Donc c'est ça qui est très difficile, je pense, pour mes proches. Moi, ça ne l'est pas du tout parce que en contrepartie, j'ai tout le plaisir qu'il y a avec l'athlétisme. Oui. Mais j'ai la chance encore d'avoir des proches qui sont à l'écoute et qui me permettent de faire ce que je veux sans me mettre des bâtons dans les roues. Oui, finalement, ta vie pro, entre guillemets, c'est aussi ta vie perso. Tu mets pas de cases. Exactement. Et encore une fois, je vis pour ma passion. C'est pas un travail où je vais au travail à 9h et je rentre à 17h. Des fois, je fais une séance à 22h, des petits étirements spéciaux pour bien dormir, etc. J'ai tout qui est mesuré, en dormant avec une bague, j'ai mon rythme cardiaque sans arrêt, etc. Donc, tout est très calculé pour optimiser le plus possible. Et du coup, avec ce rythme un peu décalé, est-ce que tu ressens parfois un peu d'isolement ou de solitude ? Il y a des gens qui rechargent leur batterie avec le côté social. Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire et dès que je suis avec des gens, j'ai l'impression plutôt que mon énergie baisse. Donc, pas du tout. Vraiment, j'adore être le mec tout seul dans sa muscu pendant toute la journée qui réfléchit. J'ai un tableau, j'ai mon ordi et j'aime beaucoup. Après, je suis très social aussi. J'aime beaucoup voir mes amis, etc. Et je les vois souvent. Je passe beaucoup de temps avec plein de monde. Mais je sens que c'est pas ressourçant. Je sens que ça me fait dépenser de l'énergie. Ça te fatigue. Ouais. Et dès que je suis tout seul, je sens que directement l'énergie remonte et que petit à petit, je réatteins mon potentiel pour repasser du temps avec les gens. Et on en parlait tout à l'heure un petit peu avec la pression. Dès que tu remportais un championnat, il fallait le championnat supérieur. Quel impact ont les attentes du public, des médias ou des sponsors sur le mental d'un athlète ? C'est très difficile. C'est plus on fait de résultats, plus on est attendu au virage d'après. Et forcément, même si les gens nous disent rien, même si les gens sont très bien attentionnés envers vous, et c'est pas tout le temps le cas, on sent de l'attente. Et encore une fois, je suis quelqu'un de très sensible et je sens l'attente dans le regard d'une personne, même s'il dit rien. Donc, et tout simplement, quand tu fais une médaille au jeu, quand tu bats un record du monde, tu vois le regard des gens, tu vois tout le plaisir que tu as pu apporter aux gens, et c'est quelque chose de vraiment communicatif. Tu peux faire vibrer tout un stade. C'est ce qui s'est passé pendant mon record du monde en 2018. Forcément, t'as qu'une envie, c'est que ça se repasse. Donc,
Est-ce que c'est eux qui te remettent la pression ou est-ce que c'est toi qui as envie de revivre ce moment-là? Je sais pas trop, mais oui, dans les moments d'inaction, c'est des choses qui te trottent dans la tête. Est-ce que je vais être capable de faire ça? Ou est-ce que c'était un exploit à part et j'y arriverai jamais? J'ai l'impression que j'y arrive souvent à le refaire, que c'est surtout l'aspect physique le problème, et c'est ça qui me frustre un peu parce que je sais que j'ai un potentiel, même à 33 ans, pour continuer à faire des médailles et pourquoi pas rebattre le record du monde. Et du coup, cette attente, t'as l'impression que ça te porte ou que c'est plutôt une pression un peu plus négative, entre guillemets? Dans l'attente, c'est négatif et dans l'action, c'est incroyable. Et est-ce que tu as des rituels ou des habitudes qui t'aident justement à garder un bon équilibre mental? Alors j'ai toujours dit que plus on avait d'habitudes, plus on se rendait esclave un petit peu de ses habitudes. Je connais un ami qui mettait toujours le même slip pendant les 2 jours de décathlon parce qu'il s'était dit qu'il avait fait une perf à un moment donné avec et qu'il n'arrivait plus à l'enlever. Ok. Donc je trouve qu'on se rend esclave avec les habitudes. Donc moi j'essaie vraiment de me sortir de ça. Il y a des fois j'ai envie d'écouter de la musique, il y a des fois j'écoute pas de musique pendant tout le décathlon et je fais que de parler avec mon entourage. Donc non, je sors totalement de ça. L'aspect mental est très important dans le sport, donc j'essaye de faire en sorte que tous les moments d'attente n'aient aucun impact sur le moment d'action. C'est-à-dire que même si je pense à une licorne qui court dans les prés 2 secondes avant ma course, j'ai une capacité de switcher quand je me mets dans les starting blocks et que ça va absolument pas impacter sur le moment où je vais partir. Je vais avoir la bonne intention, à la bonne intensité, et ça va faire une bonne course. Et du coup, comment tu gères avant justement une grosse échéance comme les JO, les championnats du monde? Comment tu gères cette pression, ce côté mental? En fait, tu gères sans gérer finalement, sans te poser de questions. Complètement. Je pense que, comme disait LeBron James, qui a 40 ans maintenant, il dit la pression est toujours là. Donc je pense que c'est quelque chose qui partira pas, c'est quelque chose de conventionnel, tout le monde l'a. Plus on veut faire des résultats dans des grosses échéances, plus elle est là. C'est une douleur dans l'attente et faut simplement l'accepter. C'est comme ça. Plus on se rapproche de l'événement qu'on a attendu depuis des années, plus ça monte, plus le corps réagit et forcément, on n'est pas encore dans la compétition, mais le corps se met à un niveau de nervosité énorme qui te servira dans l'action de la compétition, mais qui est totalement inutile et qui est douloureux dans l'attente. Donc voilà, faut en rigoler. C'est limite de l'autodérision qu'il faut avoir vis-à-vis de ça, parce que des fois je chiale pour rien, je suis dans ma douche, je suis un peu comme une merde, hein, vraiment, je suis là et je me dis mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi je me mets ça dans la tête et tout. Mais avec l'expérience, on se rend compte qu'en fait, c'est ces états-là qui te permettent d'être à 200% le jour J. Et justement, est-ce que tu as déjà eu des périodes de doute dans ta carrière et comment tu as fait pour les surmonter? Pareil, le doute n'est jamais apparu pendant l'action. C'est-à-dire que quand je suis en compétition, quand je suis dans mon concours de 100 en hauteur, que c'est mon 3e essai et que si je passe pas, je passe à l'épreuve d'après et c'est une contre-performance, à aucun moment donné, je me dis que ça passe pas. Le problème, c'est dans l'attente. C'est avant la compétition, tu es là, tu te dis, j'ai 10 épreuves, comment faire en sorte que tout se passe bien? Ça te paraît impossible parce que c'est du décathlon et que tu as 10 épreuves d'explosivité avec des barres à franchir, des haies à franchir, etc. Donc tu peux très vite faire un 0. Et c'est vrai que oui, j'ai des doutes. Mais encore une fois, il y a toutes les réactions et ce que tu en fais. C'est un peu comme le stress, c'est ceux qui arrivent à l'utiliser et ceux qui le subissent. Savoir se dire que le doute, c'est normal et que j'ai le droit de me poser des questions sur comment ça va se passer, ça n'aura en aucun cas de l'influence sur le moment présent si tu n'as plus ces doutes-là à ce moment présent. Je pense que c'est la réponse. Quels conseils tu donnerais aux jeunes athlètes justement pour préserver leur santé mentale pendant leur parcours? La santé mentale, elle vient que si tu es équilibré. Et pour moi, tu n'es pas équilibré si tu penses que aux résultats. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là et qui me disent, qui m'envoient des messages et qui me disent « Je veux être comme toi, je veux gagner les mêmes médailles que toi ». Et je suis là, je fais « Mais si tu veux faire du décathlon, fais du décathlon, mais fais-le pas pour les médailles. » Parce que même quand tu as des médailles, je fais un décathlon dans l'année, tu as 364 jours sans compétition. Et la médaille, on te la met, ça dure 10 minutes et après tu rentres chez toi et tu es la même personne. Donc en fait, vraiment choisir sa passion pour les bonnes raisons. Parce que si tu choisis pour les médailles, tu ne seras heureux. Et encore, tu as une chance sur 1000 que ça arrive parce que tout le monde veut être champion du monde. Vraiment, tu ne seras pas heureux même si tu gagnes. Parce que ce sera un calvaire de retourner à l'entraînement
ce sera un calvaire d'écouter les médias qui disent est-il capable de réitérer sa médaille, etc. Parce que tu sais qu'avant ta médaille, tu as 364 jours. Donc, si tu t'éclates tous les jours dans ton sport et que la médaille, elle vient si elle vient, mais que tous les jours, t'es pas là qu'à penser au résultat parce que tout simplement, t'aimes ce que tu fais, je pense que c'est toute la diff de l'équilibre mental. Et ce pourquoi les jeunes, des fois, font pas pour les bonnes raisons, pour l'attente des parents, pour le côté financier, parce qu'ils ont vu vibrer quelqu'un, ils ont envie de vibrer de la même manière, mais ils se rendent pas compte ce qu'il y a à côté. Donc, je finirai par une phrase, hein, c'est vraiment le chemin qui est important et pas la finalité. Et aujourd'hui, justement, la santé mentale, on en parle beaucoup. Les athlètes s'expriment beaucoup plus qu'avant. Est-ce que tu penses qu'il y aurait des choses à mettre en place aujourd'hui pour les aider, ces athlètes, à mieux gérer leur santé mentale? J'ai du mal à faire un transfert de ce qu'ils disent. J'essaie de les écouter et de savoir pourquoi ils vont pas bien. Et j'ai du mal à comprendre parce que je ressens pas du tout les mêmes choses qu'eux. Donc j'essaie de comprendre pourquoi ça va pas. J'ai eu des années où je faisais pas de résultats, j'ai eu des années où je faisais de résultats. Donc ça, j'ai l'expérience qu'ils ont pu avoir. Mais j'ai jamais eu ce moment difficile. Donc je sais pas si je suis le mieux placé pour dire faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Moi, je me suis explosé un tendon. J'ai un tendon qui a pété en plein milieu des haies à Paris, 1 mois avant les Jeux. Je sais qu'il y en aurait plein qui auraient été au bout du rouleau. Ça n'a pas été mon cas. Au bout d'une semaine, bien sûr que tu pleures toute la soirée parce que tu as raté les Jeux. Mais j'ai l'impression que j'ai trouvé mon équilibre dans ce que je fais et que ça me permet d'accepter les échecs comme les exploits. Et aider les sportifs à être en meilleure santé mentale, ça c'est quelque chose. Juste sachez pourquoi vous faites ce sport, parce que un champion du monde, il y en a qu'un tous les 2 ans, et même si tu donnes tout, il y a très peu de chances d'y arriver. Donc savoir vraiment pourquoi on fait ce sport. Justement, on en parlait, tu as été blessé à l'ischio-jambier gauche depuis ta chute au Mythique de Paris le 7 juillet 2024. Tu as dû renoncer au JO de Paris la veille de ton épreuve le 1er août. Est-ce que tu peux nous raconter les circonstances de ta blessure lors du Meeting de Paris? C'est un problème que j'ai depuis très longtemps. J'ai toute cette chaîne postérieure gauche en dessous du fessier qui est très tendue depuis 2015 à cause du nerf sciatique. J'ai ce nerf qui est un petit peu, comment dire, il y a de la fibrose entre mon ischio et ce nerf. Et donc, quand le nerf est trop proche d'un muscle qui bouge beaucoup, le nerf aime pas, il se contracte, il devient, beaucoup plus réactif. Et c'est pas bien un nerf réactif parce que le cerveau envoie des informations au muscle par le nerf. Et lorsqu'il est trop bougé, trop mis à mal, il envoie des mauvaises informations et souvent ça fait des muscles trop tendus qui pètent souvent. Et donc depuis 2015, j'ai ce problème et malheureusement, j'ai continué le décathlon, j'ai pas arrêté à cause de ça. Et j'essaie de trouver des solutions, c'est très compliqué, j'ai vu beaucoup de spécialistes là-dessus et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais c'est un problème qui a fait que ça a pété à ce moment-là. Je sentais rien avant, il y avait aucun feu rouge. Et je suis passé d'une forme olympique à me dire que je pouvais être champion olympique à un tendon qui pète et plus rien, quoi. Donc ça a été un moment très dur. Mais en fait, depuis 2015, c'était un peu une épée de Damoclès au-dessus de ta tête ou t'y pensais pas du tout? Non, c'est tout simplement, c'est un peu l'hécatombe. C'est-à-dire qu'au début, le muscle pète un tout petit peu. Au début, c'était contracture. Puis ensuite, forcément, j'ai augmenté mon niveau jusqu'au record du monde. Donc forcément, les tensions n'étaient pas les mêmes, les amplitudes n'étaient pas les mêmes. Et le problème, c'est que si je faisais pas de haies, ça serait jamais arrivé. Okay. C'est ça aussi. Donc c'est ça le problème du décathlon. T'as mal au coude, tu peux pas lancer le javelot, ça te foire tout ton décathlon. Et là, c'est les haies. Si je faisais pas de haies, ça aurait jamais pété. Parce que je fais un grand écart au-dessus de la haie et ça met vraiment la chaîne postérieure gauche en grosse tension. Et là, aujourd'hui, j'ai pas repris les haies encore. Je sais pas quand je vais reprendre et je sais pas si ça va tenir. Mais je fais tout pour, en tout cas, que tout soit solide pour que
enfin cette fibrose, j'essaie de faire bouger en fait cette fibrose pour que petit à petit le nerf se libère un petit peu du tendon. Et justement, tu as une appréhension dans le fait de reprendre les... Parce que je sais que ça t'est déjà arrivé, non, sur une autre épreuve. C'était le saut à la perche ou je sais plus où, justement, tu avais un petit blocage mental. Ouais, mais c'était pas dû à une blessure. Ça, le blocage mental de la perche, 90% des perchistes le connaissent. Ok. Si tu fais une chute à la perche, tu te rends compte que si t'es pas à 100% sur ton saut, et à tout moment, ta perche, elle te renvoie sur la piste et pas sur le tapis. Donc forcément, t'as plus d'hésitation. Plus t'as d'hésitation, moins tu t'es à 100%. Donc plus t'as de chances de tomber. Donc c'est un cercle vicieux et c'est un peu catastrophique chez les perchistes. Là, c'est autre chose. C'est vraiment la peur de la blessure et de se reblesser. Donc c'est sûr que je reprendrai pas les haies si j'ai la moindre frayeur. Après, il y a une solution, c'est de faire de l'autre jambe. Et je suis assez... Ma force dans le décathlon, c'est de comprendre très vite la technique. Donc, j'ai l'option de franchir avec l'autre jambe la haie. Mais c'est quoi l'autre jambe pour ce... C'est en gros, quand tu impulses de la jambe droite, et le grand écart, tu le fais avec la jambe gauche. Là, je le ferai à l'inverse. J'impulse jambe gauche pour pas ma jambe d'attaque soit la droite. Ok. Et à quel moment tu as compris que ta participation en JO, c'était compromis? Dès que ça a pété. C'est encore une tu fois, l'as su de suite. Je sens mon corps. C'est quand ça lâche très fort. Il y a ma hanche qui est partie en extérieur d'une manière très bizarre. D'ailleurs, j'ai toujours pas mis le ralenti sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'un jour, je partagerai ce que j'ai ressenti avec les gens, mais c'est vraiment pas beau à voir. C'est un tendon qui pète, tu comprends rien ce qui se passe. Et dès que je suis tombé par terre, ça fait pas si mal que ça sur le moment. Mais tu sais que c'est fini. T'as l'impression d'avoir perdu ta jambe. T'as l'impression qu'elle est coupée, quoi. C'est très bizarre. Du coup, t'as pas vraiment eu de période un peu d'incertitude où t'avais un peu l'espoir d'être prêt pour les JO sans trop savoir si tu serais prêt? J'ai eu un mentor et aujourd'hui encore, je suis aidé par une personne qui se connaît très très bien en préparation physique. Donc, j'ai toujours espoir de faire des miracles. Et en soi, ce que j'ai fait le jour avant le décathlon des Jeux, c'est un miracle. J'ai réussi à courir à 80% à peu près sur 20 mètres, alors que c'est quelque chose qui prend 3 mois normalement pour guérir. Donc, en soi, c'était assez miraculeux là où j'avais réussi à en venir. Ça a été peut-être ma façon de gérer mon deuil, de tout donner pour avoir une micro-chance d'y arriver. Et je le regrette pas parce qu'au final, quand t'es à fond dans ta rééduque, c'est pas pareil que si tu fais rien et tu pars en vacances et que t'as des regrets. Donc là, je suis allé au jeu. Je les ai pas vécus en tant qu'acteur et je les ai vécus en tant que spectateur et c'était incroyable. J'ai essayé d'en profiter, j'ai réussi. Donc vraiment, je suis allé voir tous mes potes volleyeurs, tous mes potes de l'athlétisme. Je suis allé voir les épreuves de cheval, d'équitation, etc. Donc non, en tant que spectateur, c'était grandiose. En tant qu'acteur, c'est vite arrêté. Et justement, comment t'as pris la décision finale de dire tant pis, je ferai pas les JO? C'est simple, hein. Le jour d'avant, j'ai fait des départs de sprint et je les ai fait crescendo. Au début, j'ai fait 5 mètres à 80%, puis 5 mètres à 90, puis 5 mètres à 100%. Ça passait. Je sentais déjà un peu ma hanche, mais ça passait. Puis quand on est à 100%, on augmente petit à petit la distance et à 15 mètres, j'ai commencé à sentir déjà que ça se désinsérait encore. Parce que en fait, mon tendon s'était désinséré à 95%, donc il tenait à un fil. Et quand, en prépa physique, tu réarranges bien l'équilibre entre tes muscles, ça peut créer un soulagement vis-à-vis du tendon où il travaille beaucoup moins. Et c'est ce que j'ai fait. Donc même avec 95% du tendon coupé, j'ai pu faire 20 mètres à 80%, voire même 85%, mais rien à voir avec le fait de faire un décathlon. Et c'est quoi qui a été le plus difficile à accepter dans cette situation? Le plus difficile, c'est juste après, c'est à Charletti quand ça a pété. Parce que en fait, je parle toujours de courbe. J'étais dans un état où j'étais potentiel champion olympique parce que la forme, elle montait comme à chaque fois avant les Jeux et je sais très bien ce que je vaux quand ça monte comme ça. À d'un seul coup, plus rien. Donc c'est vraiment cette pente négative d'étape psychique qui a fait que ça a été très très dur. Et vraiment, pendant 2 jours, je savais plus où j'étais. Et là encore, heureusement que j'ai eu mes proches, etc. Mais c'est vrai que 5 jours après, quand à l'IRM, il n'y avait plus de saignement, ils ont pu voir ce que c'était. Et ils m'ont dit que c'était opération 6 mois sans athlète. Au final, c'est plus mes proches que moi qui ont pleuré parce que moi, j'avais senti ce qui avait pété. Je savais que c'était mort. Et là, c'est là que j'ai refusé l'opération, que j'ai dit que j'avais appris par d'autres médecins qu'il y avait d'autres solutions que l'opération
Et pour la petite information, je suis totalement... Si je peux éviter l'opération, je l'éviterai toujours parce que c'est quelque chose de très invasif qu'on a pris l'habitude de faire sans trop réfléchir et qu'il faut pas prendre à la légère. Donc là, tu t'es remis sans opération. Voilà, c'est ça. Donc là, je fais des soulevés de terre à une jambe à 80 kilos de cette hanche qui a pété. Ok, incroyable. Ouais. Et comment tu as vécu l'annonce publique de ton forfait ? C'est mon attaché de presse qui m'avait dit « Dès que tu veux pleurer, respire, ça ira mieux ». Et ça a très très bien marché parce que je voulais pas passer pour la victime, etc. S'il y avait d'autres athlètes à suivre, etc. Et c'est vrai que j'ai fait une conférence de presse avec le plus de médias que j'avais jamais vu de ma vie. Je pense qu'il y en avait 90 dans la salle. Ok. Donc c'était quelque chose de très gros et c'est vrai que je voulais pas donner une image. Enfin, j'ai l'habitude d'être très sensible et d'avoir toujours des interviews assez négatives quand je réussis pas. Et là, je voulais pas que ce soit le cas. Donc tout simplement, étant donné que le moment le plus difficile, ça avait été quand le tendon avait pété, j'avais eu un mois pour me préparer. Je savais qu'il y avait 0,1 chance sur 1000 que je fasse ce décathlon. Donc, j'étais préparé depuis un mois à annoncer que je le fasse pas. Mais cette envie pendant un mois d'avoir voulu tout donner pour le faire a fait que ça a rendu la chose aussi facile. Et comment on fait pour rebondir après une telle déception ? Je suis très, très répétitif, mais la passion... T'as qu'une envie, c'est de refaire de l'athlé. Je fais pas de l'athlé pour les médailles. C'est incroyable quand on le fait. Je dis pas le contraire. Et j'ai qu'une envie, c'est d'en refaire, de revivre ça. C'est pas juste ça qui te drive au final au quotidien. Non, parce que sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Et il y a beaucoup de décathloniens qui arrêtent dans les 28-30 ans parce que justement, c'est beaucoup trop d'investissement par rapport au peu de récompenses. C'est pas comme un footballeur qui a la récompense du match du week-end. Nous, on se prépare toute l'année et s'il y a la moindre défaillance pendant le décathlon où il y a 10 épreuves, c'est l'année qui est foutue. Donc, c'est l'inverse du foot, du tennis, tous ces sports où il faut être très régulier. Nous, c'est one shot. On se prépare pour un sport qui est humainement pas très faisable. Donc, on peut pas s'entraîner, on peut pas faire un décathlon toutes les semaines pour se préparer vraiment au décathlon. Donc, on n'est jamais prêt quand on arrive parce que sinon, on serait toujours blessé avant le décathlon. Donc, il y a quand même une part d'incertitude sur ce qu'on va faire. Et dès qu'on rate, c'est fini. La saison est finie. En fait, il faut être hyper fort mentalement et hyper patient puisque tu as une échéance et si c'est loupé, c'est reparti jusqu'à l'année prochaine, quoi. La patience, c'est si t'es là que pour la compète. Si t'aimes bien aller t'entraîner. Moi, la semaine dernière, j'ai voulu aller sauter à la perche, il pleuvait, j'ai pas pu amener mes perches dans la salle et depuis, ça fait une semaine que je pense qu'à une chose, c'est à sauter à la perche. Je pense pas du tout à mes championnats du monde à Tokyo. Bien sûr que je veux progresser pour ça, mais en fait, les gens, ça aussi, c'est très psychologique. Les gens qui sont concentrés trop sur le futur ou trop sur le passé n'ont aucune action dans le présent et auront toujours des regrets et de l'anxiété vis-à-vis du futur. Donc moi, je vis dans le présent. Aujourd'hui, j'ai une séance de perche, je pense qu'à ma perche. Je vais tout donner pour progresser sur chacun de mes sauts. Je vais utiliser chacun de mes sauts à bon escient pour donner la bonne information à mon cerveau pour qu'il enregistre pour que ça passe en compétition. Les gens qui attendent la compète, en général, ils vivent dans le futur, ils agissent pas dans le présent et ça crée beaucoup de regrets. Et est-ce que tu as tiré des leçons positives de cette blessure et de cette épreuve ? Complètement. Le vrai problème de hanche, là, je l'ai ressenti en septembre 2023. Et je voulais absolument faire les minimales le plus tôt possible, c'est-à-dire me qualifier pour les Jeux. Et j'ai tout fait à l'envers. J'avais tellement envie de faire ces Jeux, etc. Et je voulais tellement être prêt que je voulais que mon décathlon de qualification soit le plus éloigné du décathlon des Jeux. Et donc, j'ai couru après les minima jusqu'en juin, où j'ai pas pris le temps de faire ma rééducation comme là, j'ai pris le temps. C'est-à-dire que là, j'en suis à peut-être 15-20 séances d'athlé depuis les Jeux. Mais par contre, j'ai battu des records à l'entraînement, etc. Parce que j'ai pris le temps de faire tout dans l'ordre. Et ouais, avec une blessure, c'était vraiment pas top les Jeux de Paris parce que je voulais tellement être bon que j'ai tout fait à l'envers. Et comment tu as abordé justement la reprise de l'entraînement ? J'ai eu une discussion avec mon staff et on a vraiment dit, aujourd'hui, on fait les choses dans l'ordre. On va commencer par des exercices sans charge, tu vas les répéter. Et puis c'est pareil, j'ai ma muscu chez moi, donc je peux les répéter souvent. Donc toutes les heures, je faisais 4 exercices et c'était ça 8 fois par jour. Et puis ça durait des jours. Et à chaque fois, l'exercice, je rajoutais soit un peu de poids, soit il était de plus en plus intensif. Et dès que il était totalement maîtrisé, je passais à un exercice un petit peu plus compliqué pour la hanche.
jusqu'à ce que je fasse là aujourd'hui, à l'échauffement tous les matins, je peux faire un soulevé de terre à 80 kilos sans rien faire avant, ça passe directement. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune athlète qui vit une blessure et qui est en train de voir peut-être son rêve, s'écrouler? Je dirais la blessure, c'est le meilleur moyen de toucher le fond et de jamais aller plus bas. Donc, peu importe la tristesse que tu ressens sur l'instant T, peu importe la frustration que tu ressens sur l'instant T, c'est le plus bas. Dans 1 heure, ce sera moins pire. Demain, ce sera encore moins pire, et ainsi de suite. Donc, prends tes 10 minutes, ton heure, ta journée, ta semaine pour pleurer, ça dépend des gens. Mais par contre, sache que tu es au plus bas et que peu importe l'objectif que tu t'es donné, prends le temps de faire le deuil, c'est cette minute dont je parlais, c'est ce jour, cette semaine. Et après, par contre, crée-toi des nouveaux objectifs et apprends de ce qui s'est passé. Sois pas trop pressé, ne refais pas les mêmes choses, parce que s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, c'est forcément quelque chose à changer. Et le meilleur moyen de ne pas réitérer cette tristesse, cet échec, c'est les blessures, c'est dans ton corps en plus, c'est viscéral, hein, ça fait mal, vraiment. C'est d'apprendre de ses erreurs, vraiment. Est-ce que tu as déjà pensé à l'après-carrière? Est-ce que tu y penses? Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse ou pas du tout? Pas du tout, parce que j'ai beaucoup trop de projets et donc je peux pas du tout les mettre en œuvre, même si avec mon frère qui est un peu mon manager, c'est-à-dire je l'ai salarié avec ma boîte et on essaye de créer des choses vis-à-vis de ce que j'ai appris dans le décathlon et puis tout simplement moi en tant que décathlonien, je me suis senti hyper heureux toute ma vie et j'ai envie que les gens fassent pareil et j'ai l'impression d'avoir plein de choses à apprendre et on essaye de trouver les meilleurs moyens possibles de l'apprendre au plus de gens possible en France. Voilà. Donc il y a plein de projets. On aimerait bien créer un podcast sur l'athlétisme, on aimerait bien créer une académie. On aimerait bien aider les jeunes décathloniens aussi, surtout ceux qui passent de junior à espoir, parce que tu passes de junior où tu as 18 ans à d'un seul coup, tu es chez les espoirs, donc c'est pratiquement avec les seniors, donc à ce moment-là, t'existes plus pendant quelques années, le temps de progresser et de reprendre le niveau qu'il faut pour exister chez les seniors. Donc on aimerait bien les aider à ce moment-là où il y en a beaucoup qui abandonnent parce que tu passes de champion du monde junior à 23e mondial et t'existes plus, quoi. Finalement, c'est pas une après-carrière, c'est juste une suite logique et en fait, tu laisses couler. C'est ça, et pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de tout ça et c'est un peu frustrant même parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses à faire et que ce que je vais vouloir faire va prendre beaucoup de temps. Peut-être que je serai même pas vivant pour le voir parce que vraiment, on a parlé en début de podcast, le côté universitaire me rend un peu malheureux sur le plan de l'université français parce que il y a rien qui est fait pour les sportifs de niveau, rien. Et je parle pas que de l'emploi du temps pour faire ses études à côté, c'est vraiment le privilège d'avoir un sportif qui représente l'université contre d'autres universités. Du coup, on arrive déjà à la fin de cet échange, merci beaucoup. On va finir avec le traditionnel blind test feeling. Quelque chose qui te rend heureux et qui te fait du bien. Un basket avec les copains. Un livre ou un film à nous conseiller. En ce moment, je lis Le Clan des Otori. Un livre. C'est un peu japonais, samouraï, avec un tout petit peu de science-fiction. C'est très, très agréable à lire. Un sport que tu aimes regarder à part le décathlon. J'ai jamais réussi à choisir un sport, donc j'ai choisi le décathlon et franchement, je regarde de tout. Mais les sports que je regarde beaucoup, c'est le biathlon, le basket. J'aime beaucoup regarder le golf, mais ça, c'est plutôt quand je veux faire une sieste parce que c'est j'allais dire, c'est détente, ça. Voilà. Et la dernière fois que tu as pleuré? Dernière fois que j'ai pleuré, je pleure beaucoup plus facilement de joie que de tristesse. Je pleure pas souvent. Je sais plus. Ouais, je dirais de tristesse, c'est quand je me suis pété à Paris, à Charletti. Et au contraire, la dernière fois que tu as été très heureux? Dernière fois que j'ai été très heureux, c'était hier. J'ai la station de mon enfance, Risoul, où j'ai toujours voulu acheter un chalet là-bas et je suis allé visiter pour la dernière fois le chalet et je l'achète demain, donc félicitations. très 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 content. Génial. Et une musique qui te met de bonne humeur? Une musique qui me met de bonne humeur, il y en a énormément. Il y en a énormément, mais je dirais que c'est The Fellowship du Seigneur des Anneaux, qui est si je suis triste, ça me permet d'évacuer. Si je suis heureux, j'ai la banane quand je l'écoute. Donc c'est la musique du Seigneur des Anneaux, ouais, c'est incroyable.
Parfait. Et merci beaucoup, Kevin. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le lien du livre de Kevin dans la description. J'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez bénéficier de 12 séances gratuites avec des psychologues partenaires grâce au dispositif Santé Psy étudiant. Rendez-vous sur le site santépsy.étudiant.gouv.fr. Et nous, on se retrouve très vite avec de nouveaux invités pour parler sans filtre de santé mentale. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à nous envoyer vos commentaires et à nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Ce podcast est une création Santé Psy étudiant, un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Production par l'Acme Productions, écriture et animation Vicky H, composition originale et mix Léo Westphal. À très vite!